L'anthropologie américaniste s'est prêtée depuis plusieurs décennies à une démarche épistémologique qui visait à resémantiser le concept d'animisme, ressuscité du tombeau tylorien du XIXe siècle, en faisant l'une des caractéristiques majeures du rapport au monde des peuples amérindiens. Les anthropologues se sont à l'unisson attelés à décrire la façon dont ces peuples prêtaient à des agents non humains, des animaux, des plantes, des esprits, une âme et la faculté de communiquer par le rêve et à travers l'expérience rituelle. Ce que nous apprennent les cultures autochtones, aux linguistes et aux anthropologues, c'est que le langage n'est nullement l'apanage exclusif de l'humanité. Esprits, arbres, plantes, animaux ont une langue, et les traditions rituelles amérindiennes dévoilent l'enchevêtrement des voix humaines et des voix de la forêt. Cependant, l'approche anthropologique s'est fondée en grande partie sur l'étude du mythe. On sait que Lévi-Strauss avait lui-même défini le discours mythologique comme un espace-temps précédant la différenciation entre espèces, caractérisé par une indétermination ontologique entre les humains et les êtres de la forêt, justement, et caractérisé par, disons aussi, le partage d'une faculté de communiquer. Mais malgré cet intérêt très important pour la mythologie et puis pour le chamanisme, très peu d'attention a été prêtée à l'apprentissage des formes concrètes, sensibles, quotidiennes, de communication entre les humains et les êtres de la forêt, dans les domaines du savoir commun, la chasse, l'horticulture, les pratiques de communication ordinaires. Alors que la primauté accordée à l'expressivité du langage, c'est-à-dire, on a parlé ce matin, Altassi a parlé ce matin des idéophones, de la dimension sonore, du souffle, alors que cette dimension sonore est la dimension de l'écoute de l'attention aux chants de la forêt, aux chants animaux, affleurait dans toutes les ethnographies, aucune étude ne lui était spécifiquement consacrée depuis des décennies. Plus étonnant encore, malgré la passion pour le chamanisme qui occupe l'Europe et le monde occidental, le monde en général, jusqu'aux années 2000, les performances et les langues rituelles ne faisaient l'objet que de très rares études. C'est dans ce contexte, pour explorer ces deux zones d'ombre de l'américanisme, en particulier cette faible attention prêtée à l'apprentissage d'un rapport au monde dit animiste, c'est-à-dire pour répondre à la question avec qui et comment communique-t-on en Amazonie, comment peut-on être animiste, comment et quelle transformation du rapport au langage et au corps cela implique-t-il, mais aussi pour rendre visible, ou plutôt audible, la voix des peuples amérindiens. C'est dans ce contexte-là, donc, que j'ai entamé mes recherches. J'ai pris au sérieux donc ce vœu, qui était un vœu pieux de Claude Lévi-Strauss dans la partie finale de L'Homme nu, qui préconisait de s'abstenir de regarder ce que disent ces paroles rituelles pour observer comment elles disent. Et je me suis donc intéressée, j'ai déplacé l'attention d'une approche qui s'intéressait donc au contenu des paroles rituelles, à l'approche sémantico-référentielle, qui était souvent décontextualisée de l'action, de la performance, de ce dont nous a parlé ce matin Altassi, qui était la préparation des corps. Donc j'ai essayé de déplacer la focale du contenu de ces paroles pour m'intéresser au comment, disons, et à la poétique de ces performances, à l'aspect sensible de ces voix. Qui parle ? Quelle forme d'autorité prête-t-on aux énonciateurs rituels ? Il faut sans doute, comme le mentionnait ce matin Altassi notamment, élargir notre conception du concept de locuteur. Je me suis intéressée à cette question centrale dans mes recherches, qui était de savoir comment les peuples Quichua et Ensticham, chez qui j'ai travaillé en Amazonie péruvienne, comment perçoivent-ils la nature du langage, la nature du signe linguistique et la qualité sensible de leur chant. Et
avec une approche qui était aussi une approche de documentation, de transcription linguistique, je me suis intéressée à un ensemble de gestes, ce qu'on appelle les auxiliaires déictiques, les mouvements du regard, les changements d'intonation, l'iconicité de la voix, qui a tous ces aspects qui excèdent la parole articulée et qui contribuaient à venir ancrer cet échange de voix dans une situation concrète, très sensible. Il s'agissait donc, pour l'anthropologie et pour moi, de déplacer une approche centrée sur les croyances et comme les représentations de la croyance, vers une approche centrée sur l'expérience sensorielle immédiate, qui est présentée au sujet et qui est communiquée par un acte de monstration de ce que l'œil peut boire, l'oreille surprendre, la main saisir. Chez les peuples Runa de langue quichua en Amazonie péruvienne, il m'est apparu que l'essentiel de la communication engagée avec les êtres invisibles ne reposait pas sur le verbe, exclusivement du moins, sur le verbe, mais sur cette iconicité sonore du langage, sur le souffle et le chant, ainsi qu'un éventail de pratiques sonores, des sifflements, des cris, que les Runa associent librement à la perception d'images et une expérience sensorielle vécue à travers le rêve. En ce sens, devenir chaman, le mot chaman évidemment n'existe pas, devenir maître de la parole, être celui qui sait, celle qui sait ou celui qui sait, c'est pour les Runa devenir ce traducteur, comme l'exprimait Manuela Carneiro da Cunha, d'un continuum sonore composant le langage des esprits. Et de ce fait, c'était aussi disposer de cette capacité à écouter, d'une part, et d'autre part, à faire parler, à faire entendre ses voix. Ce qui m'intéressait donc dans cette approche par les Runa, cette conception qu'ils avaient eux-mêmes du langage, c'était qu'il établissait une communauté d'existence, une sorte de relation d'équivalence entre différentes manifestations phénoménales de l'oralité et du savoir transmis. Cela révélait pour moi un aspect tout à fait important des systèmes rituels amazoniens. C'est l'aspect génératif du savoir rituel, la possibilité d'inscrire ce savoir transmis en rêve dans une chaîne de transmission qui transcende l'humanité actuelle et l'unit à cette communauté indivisible des ancêtres et des êtres vivants. La dimension sociale de cet apprentissage est au fondement de la transmission des savoirs rituels amérindiens. La parole doit être activée par l'usage de substances, du tabac, de substances végétales destinées à nourrir les entités que l'on fait parler. Celles-ci doivent être apprivoisées, Mansuya Chishka, par l'initié pour qu'ils parviennent à en maîtriser les paroles et la mélodie. À travers cette conception du langage, l'oubli de la parole chantée n'est pas l'absence de mémoire, mais la négligence d'une relation sociale avec les êtres vivants et les êtres spirituels de la forêt. Cette vision autochtone du rapport au langage et à la mémoire, en quelque sorte, vient révolutionner les études ethno-linguistiques et anthropologiques consacrées à l'oralité. Elles offrent en effet l'exemple concret d'une déstabilisation de la fonction référentielle conférée aux signes linguistiques dans notre approche moderne du langage. Il est attribué ici aux signes un pouvoir évocatoire, celui d'un univers perceptif, mental, et un pouvoir de transformation. La valeur de l'énoncé ne peut être décontextualisée de cet horizon d'attente sémiotique, passé et à venir, d'où le signe tire sa matière sonore et sa force. Cette transformation opérée par le signe peut être envisagée sous deux formes différentes selon que l'on se place du point de vue de la nature du signe lui-même ou de sa qualité, de sa force reconnue dans l'acte d'énonciation. Et je tiens à souligner ici que la matérialité du langage, qui a été évoquée dans plusieurs exposés ce matin, est une dimension essentielle. C'est ainsi que pour les Runa, qui peuplent le fleuve Pastaza en Amazonie péruvienne, la parole rituelle Ikara
est envisagé comme le prolongement du corps du chaman, telle une branche qui pousse sur un arbre, possédant d'autres branches et des ramifications, sans cesse régénérées pour échapper à l'oubli. Elle est objectivée et matérialisée par les chamans à travers des artefacts tels que des fléchettes, des pierres chamaniques ou des substances végétales, également la fumée du tabac, qui possèdent leur double dans les entrailles du spécialiste rituel, une sorte de contenant contenu et opérateur du passage du signe d'un état à l'autre. Et je tiens à insister sur cette corrélation extrêmement importante entre la matérialité et cette transformation du signe et de la matière sonore, du passage du cri, du sifflement, etc., à une autre forme d'élocution articulée. Chez les voisins des peuples des Runa, les Urarina du fleuve Chambira, la parole est décrite cette fois comme un fluide, au même titre que le sang, susceptible d'être ingéré ou régurgité, et contribuant à la solidification des os et du corps humain et à l'épanouissement de la pensée. Je me fonde sur les travaux en particulier d'Emanuele Fabiano, qui a travaillé longuement chez ces peuples. Chez les Murui Muinane, qui sont très bien décrits par Oscar Iván Garcia notamment, la parole chantée est décrite cette fois par l'une de ses propriétés fondamentales, sa visibilité. Monaide en Murui Muinane, une langue de la famille Witoto. Donc la parole est visible lorsqu'elle est énoncée par un chaman et entendue par les esprits, tandis qu'elle peut rester invisible et virtuelle, ou seulement émergente, taino, lorsqu'elle est énoncée par le profane, faisant cette fois référence à la qualité de l'écoute qu'elle recevra. Chez les Achuar Ensticham, la parole, si bien décrite par Anne-Christine Taylor, ici présente, je ne sais pas où, voilà, à propos des Anentes, la parole peut être muette, soit silencieusement envoyée comme une flèche, acérée vers un destinataire invisible. Elle n'en reste pas moins entendue à distance par une oreille intérieure. De même, le chant d'une grenouille, ouin, 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 ou d'un hoko de Spix, j'y arrive pas bien, mais c'était presque ça, vous allez l'entendre tout à l'heure. Ces chants, ces voix animales peuvent être saisies dans leur forme purement sonore, ou comme la manifestation agentive d'un esprit, ou encore comme l'équivalent, du point de vue de la mémoire des participants, d'un chant rituel articulé. C'est-à-dire que c'est la perception, l'écoute de ces voix non humaines qui permet de mémoriser ipso facto et donc d'accéder à une expérience intime et sensorielle immédiate de ce savoir. Il me faut donc déduire de ces éléments ethnographiques que la temporalité de la parole, en réalité, vient s'enchâsser dans un ordre supérieur, qui est celui de la mémoire des formes sonores et sémantiques. Aucun signe n'a de valeur propre en soi et hors contexte, mais s'inscrit dans une chaîne de transmission, et sa propre valeur est déterminée par cette chaîne. La sonorité du langage est donc moins donnée que construite. L'aspect audible du langage est un élément qui est tout à fait construit et parfois postulé par l'acte qui inaugure les séquences et l'organisation rituelle. Ces exemples illustrent la capacité des Amérindiens à faire de l'expérience du langage une expérience totale, sonore, visuelle, onirique ou encore muette. L'expérience d'une forme de passage et de commutation entre des mondes. Plutôt qu'objet de l'énonciation, le signe, mais quand je parle de signe, il faut bien comprendre que je ne parle pas seulement de mots, mais aussi de mots ou de phrases, mais aussi de qualités sensibles ou d'actions décrites par la parole rituelle d'après une logique du concret. C'est-à-dire qu'il est possible de nommer les esprits par des sons, par des odeurs, mais aussi par l'usage de l'iconicité sonore. Et c'est un élément très important. Donc plutôt qu'objet de l'énonciation, ce signe qui est décrit par cette multiplicité d'épithètes, d'adjectifs et de formules extrêmement créatives, donc le signe y accède à une autonomie propre. Il devient en quelque sorte le sujet de l'énonciation. C'est le chant d'un chant, le nom d'un nom qu'énonce le chaman lorsqu'il évoque ses voix en la sienne.
à mettre en relation donc avec la fonction qui était bien décrite par le linguiste Roman Jakobson à propos du langage poétique, la fonction de métalangage. D'autre part, la notion de transformation, qui est exprimée aussi à travers la conception amérindienne du langage, cette notion de transformation vient donc correspondre, disons, à la qualité performative du signe linguistique, le pouvoir de guérir, de tuer et d'engager une action sur le monde. En ce sens, il faut bien comprendre de quel type d'action on parle ici. Il ne s'agit pas de l'action du chaman sur le monde ou sur des entités, mais ce qui est décrit, c'est plutôt un événement qui prend, disons, qui intègre une multiplicité de sujets, un événement du retentissement d'une voix. Et c'est ce qu'on dit en Quechua, on dit Maikang Uyaring, et c'est très bien exprimé également par la formule causative qui permet de nommer ces registres rituels. La formule, par exemple, faire s'attrister, yakichina, ou faire appeler, kayachina, pour désigner les champs de chasse, qui indique tout à fait clairement cette multiplication, disons, des agents responsables de l'action rituelle. Dans ce contexte, le lieu de l'énonciation, où le chaman ou l'ego prend place, gagne en indétermination. Il évolue au fil de la performance poétique entre diverses positions, à travers notamment un procédé qui est très familier en Amazonie dans toutes les langues rituelles, qui est ce passage subtil d'un je à un nous, d'un il et d'un je à un tu, ou d'un nous à un il, etc. On observe donc une sorte d'éclatement des positions référentielles à l'œuvre dans la définition du jeu du chaman, qui oscille entre la position d'un énonciateur actuel, celui qui parle, et puis de ces voix qu'il a entendues en rêve et qui sont des voix de ces êtres de la forêt, à qui il s'adresse, mais dont il fait aussi porter la voix. C'est dans ce contexte que je voulais vous décrire un petit peu l'objet de mes recherches, et je vous ai préparé une toute courte vidéo pour illustrer mon propos et illustrer la nécessité, notamment pour l'anthropologie et les études ethnolinguistiques ou linguistiques, d'explorer davantage. Alors, où est-ce qu'il est ce continuum sonore et toutes ces modalités qui ont été aussi décrites par Altassi ce matin. Alors, le film...
Parisara sawapi mondonari waiti. Parisara sawapi mondonari waiti. Paraga manyapi mondonari waiti. Turun 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 chi, turun 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 chi, turun 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 chi. Bonjour a tous e a toutes. Vou fazer minha fala em português. Je vais vous parler en portugais. Je vais vous parler en portugais parce que, en commençant par ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, la pensée est complètement connectée avec un organe très important de notre corps qui est le cœur. Et moi, je vais vous parler dans ma langue maternelle et pas paternelle, qui est l'espagnol. Et je vais vous parler avec le cœur. Voilà, alors tout d'abord, il est très important de remercier notre hôte ici, qui est Andrea Luz, qui a accueilli cette initiative afin de réaliser ce colloque dans un temps très 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 court et qui a empreint d'énergie et voilà, de très bonne énergie toutes ces rencontres jusqu'à présent. Et remercier également le fait qu'en 2020, qui était la dernière fois que j'étais dans cette salle, la première et la dernière fois d'ailleurs, j'ai fait un hommage à Maître Vicente Castro, qui est la personne qui est ici à l'image. Et à l'occasion de cette intervention que j'ai faite ici, il était vivant. Il était vivant. Vicente Castro est un maître de chant d'un peuple qui habite la région de la frontière entre le Brésil et la Venezuela, Yacuana. Et c'est une population qui parle la langue de la famille caribe. Au Venezuela, il y a plus de 8000 personnes et au Brésil, il y a à peu près 700 personnes qui vivent dans le territoire, dans la terre autochtone Yanomami et à Riorami. Alors, à l'occasion, j'avais fait un hommage à M. Vicente Castro et ici, je voudrais continuer à étendre cet hommage à lui et aux autres maîtres de chant. Vicente est le nom qu'il utilisait parmi les autochtones. Le nom qu'on lui donnait était Yuruan, qui est un des noms des premières personnes qui ont existé dans les terres. C'est une terre c'était une désignation qu'il aimait beaucoup parce que, comme les demi-ourbes, il savait utiliser la parole et il connaissait la puissance des mots, le mot créateur. Et Vicente, avec près de 100 ans, était considéré comme un grand-père, Coco, par tous les Équanes, non seulement du Brésil, mais au Venezuela également. Et il avait en soi des connaissances millénaires dont nous n'aurons même pas, nous ne connaîtrons pas jamais la dimension, la portée de ces connaissances. En 2022, Vicente, après avoir souffert beaucoup d'infections dues à la COVID-19 et le malaria, est décédé. Mais il pourrait être près de David Copenau, qui est au fond, là, juste on le voit à l'image, pas au fond de la salle. Malheureusement, il aurait pu être près de lui, luttant pour la reconstruction de ce qui s'est passé avec ce territoire, notamment à partir du gouvernement génocide de Bolsonaro, mais il n'a pas résisté.
et son esprit a fait le chemin de retour vers l'une des plateformes, couches célestes qui se superposent au monde dans lequel nous nous trouvons maintenant. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion pour apporter un petit peu des enseignements qu'il nous a donnés, non seulement à moi, hein, mais pour toute une population qui m'a reçu, qui m'a accueilli dans ces communautés. Vicente nous a appris beaucoup sur la précision et la force de la parole chantée. Les chants Yekwana sont des éléments, et c'est très différent, à la différence de ce que nous avons écouté ce matin en ce qui concerne par rapport à Surikwante. Les chants Yekwana, ce sont des... Donc, il n'existe pas de nouveaux chants, hein. Donc, ils font partie d'un répertoire fixe qui est transmis depuis le début des temps. Les chants sont d'origine céleste. Et donc, la figure du maître de chant est une figure essentielle afin que ces chants puissent être chantés aujourd'hui. Donc, ce sont des figures comme Vicente Castro, sont des personnages, sont des personnes qui prennent soin de la transmission de ces chants en limitant très souvent l'accès des personnes, des gens à ces chants parce qu'elles comprennent, eux comprennent la valeur de ces chants. Il ne s'agit pas uniquement de paroles, de mots comme Andrea l'a déjà dit, il y a peu. Donc, les chants sont faits d'une matérialité. Et entre les Yekwan, comme chez beaucoup de peuples autochtones de l'Amérique, les chants sont également, ce sont des paroles qui font partie également de l'extension de sa propre personne, hein, et de ce sage. Et donc les Yekwan disent que les chants sont une autre langue, les langues des personnes qui ne sont pas ici sur cette terre, mais qui viennent d'autres plateformes célestes. Et le lexique de ces chants est différent de la langue qu'ils parlent dans leur quotidien. Et c'est pour cela qu'ils disent qu'il est très difficile d'apprendre ces chants parce que les jeunes ont beaucoup de difficultés à apprendre ces chants. Et pour cela, on a besoin d'avoir une grande patience, discipline, rigueur pour apprendre ce vocabulaire. D'ailleurs, nous l'avons déjà dit aujourd'hui, ce matin, cela a déjà été dit, et Andrea l'a souligné. Et voilà, dans cette nature des chants rituels, on a la capacité d'agir sur différents mondes et qui produisent un effet sur les personnes, sur les aliments, mais également dans les maisons, les espaces habités. Voilà. Et donc, les chants sont cette matière faite de personnes, de personnes qui existent sur cette terre, mais de présence et de personnes d'autres mondes qui coexistent avec celui-ci, avec notre monde. Et avec ces paroles, ces mots puissants, les maîtres et maîtresses de chant instaurent les conditions d'existence, les bonnes conditions d'existence, en faisant des ponts, en établissant des ponts entre différents mondes, des êtres, des personnes qui sont dans ces différents mondes. Et lorsque nous avons écouté Andrea et Altassi auparavant, et comme elles l'ont dit, ces différentes actions que ces chants établissent afin de restituer la vie à un corps, ou l'action de purifier un aliment, de bénir un nouveau-né, une maison récemment construite, sont effectivement des choses qui appartiennent aux peuples autochtones dans leur quotidien. Donc, la nature des chants, c'est cette nature de tous afin de produire le bien-être et le bien-vivre surtout. Alors, je vous ai apporté un fragment d'un chant. Alors, moi-même, je ne vais pas reproduire, hein, mais je vais vous le faire écouter, qui est un chant que j'ai étudié avec les traducteurs avec lesquels j'ai travaillé, qui est un chant spécifique pour débuter le processus d'apprentissage d'un jeune qui veut devenir un
chanteurs. Et donc, il y a ce chant, justement, qui est la première étape pour nettoyer le corps de l'apprenti afin qu'il puisse bien écouter. Et ce processus d'écoute, d'acquérir une capacité d'écoute adéquate pour l'apprentissage des chants, passe par un processus d'incorporation de cristaux, de l'intelligence des oiseaux spécifiques, qui sont les oiseaux, qui sont les maîtres de chant, dont nous avons déjà parlé ici souvent, qui est un sujet qui a été souvent abordé, de comment le besoin de transformer le corps afin de le rendre apte à reproduire ce chant en mots, en paroles. Donc voici la première partie de ce chant, qui est le processus de modifier le corps de l'apprenti afin qu'il puisse contenir en soi cette intelligence qui est le cristal, idée qui est dans la langue et qui concerne non seulement un cristal, mais une matérialisation de l'intelligence, de la véritable intelligence, qui est une intelligence qui est dispersée dans différents mondes, différents êtres. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas des êtres humains. Donc voici la première étape afin que nous puissions apprendre à être, à faire ça, chanter, mais apprendre d'autres langues, d'autres peuples. Donc on se soumet à un processus de transformation corporelle de notre corps, et ce corps s'ouvre et devient adhérent à plusieurs présences, et ainsi on commence à assimiler des capacités et on commence à être contaminé par ces autres formes de répéter ou de savoir bien écouter. Voilà. Donc, pour terminer mon intervention, alors j'aimerais vous raconter une petite histoire, mais qui a son importance, qui est liée à notre rencontre aujourd'hui, et également l'importance des politiques publiques qui visent à amplifier la présence autochtone, non seulement dans les universités, mais dans tous les autres domaines. Fin février, j'étais soutenance de thèse d'une de mes collègues, et une des personnes qui faisait partie du jury était M. Eliel Benitz, qui est le directeur du département de langue et mémoire du ministère des Peuples autochtones au Brésil. Et donc, il a parlé, il a rapporté des choses vraiment très, très belles qui sont liées à ce que je suis en train de vous dire. Et j'aimerais vous communiquer ces mots d'Iliao. Nous aurions beaucoup aimé qu'il soit ici aujourd'hui. Il n'a pas pu l'être, mais voilà, je lui rends hommage également. Iliao, qui est du peuple Kaiwa, et qui nous parlait à cette occasion des chants des peuples Guarani du Rio Grosso do Sul, qui ont été expulsés de leur territoire traditionnel et qui souffrent encore aujourd'hui d'assassinats de leurs leaders, et sont souvent discriminés. Et Iliao nous a parlé de la défense de Tatiana Clau, donc une de nos amies anthropologue, et il nous a dit la chose suivante: les chanteurs sont la semence des Tekora, du territoire. Les personnes se déplacent avec ce chanteur, avec les chants qu'il a. La perfection est de chanter plus que de parler. Et je pense que voilà, c'est un point qui a été abordé très souvent, mais voilà, lorsque l'on chante, disons que c'est les paroles les plus vraies, les plus véridiques. La perfection est une semence qui s'éparpille, dissémine, c'est la capacité de multiplier le bien dans d'autres lieux. Il est important de chanter le territoire, de dire comment il doit être et comment l'on doit le vivre, donc on doit y vivre. Les chants sont des enseignements du vivre bien. Du bien vivre. Pour reprendre la santé d'un territoire, il faut chanter tout d'abord. Le soin de la terre se fait comme ça, la guérison de la terre. Le chant nettoie, le chanteur récupère ce qui est positif, ce qui permet la vie. Et de cette façon commence le bien vivre, le décoporin. Le chant affecte le chemin des humains dans la terre. Iliao a terminé son intervention disant, c'est quelque chose que Dayara a dit dans son introduction. Et je pense que, en paraphrasant Dayar, ce qu'elle disait mercredi, donc cette maison ici
est une maison de transformation, n'est-ce pas? Et je pense qu'actuellement, le monde est témoin de guerres d'extermination et surtout maintenant, nous devons exercer une écoute attentive aux différentes langues, chants et cosmovisions, une posture ouverte, une écoute ouverte dans la construction du bien-vivre de l'autre pour tous les peuples. Et pour cela, nous devons passer par des transformations. Merci. Karpi Nikaya. Karpi Nikaya. Yurku Nikaya. Karpi, pour nous, c'est le nom qu'on donne au karpi, qui est la liane de l'ayahuasca. On raconte dans notre histoire qu'il y a eu le moment où sont apparus tous les langages. Parce qu'auparavant, tout le monde parlait la même langue. Les oiseaux, les animaux de la forêt, tous les hommes. Et ce fut le jour où le karpi est né comme un enfant que tous les êtres ont commencé à faire des choses différentes. C'était comme ça. Bon, j'ai raconté au début le moment où est apparue la première pensée et le grand esprit. Et après de longues histoires, finalement, cette grand-mère de l'univers avait créé les premiers 2 hommes de l'humanité, mais c'était des mâles.
Et ils se sentaient tout seuls, les pauvres, hein, parce qu'il y avait plein d'animaux, mais c'était que 2 hommes. Et ils ont demandé à la grand-mère de créer le reste de l'humanité. Donc le grand-père les a aidés, leur a donné quelques médecines, entre elles la feuille de coca, le tabac, et sont apparues 2 femmes. Et comme ça, les 4, ses frères et sœurs, sont partis pour faire la cérémonie nécessaire pour créer le reste de l'humanité. Ils avaient avec eux quelques médecines, la poudre du coca, qui est plutôt connu comme mambe, on appelle ipadou, le cigare de tabac, un peu de farine de manioc mélangée avec de la farine de maïs, et des outils comme les maracas, des flûtes, des couronnes de plumes, des bancs de prière. Les hommes ont beaucoup essayé de voir comment ça marchait, mais ils n'arrivaient à nulle part. Ils avaient dit aux femmes de s'asseoir dans un coin, d'attendre, car c'était un truc extrêmement masculin et une responsabilité patriarcale de créer le reste de l'humanité, mais ça leur a pris des jours, des semaines, des mois, et rien n'arrivait. Donc ils se sont fatigués un moment, ils sont allés se reposer un peu, prendre un bain, manger quelque chose. Et la femme la plus jeune, la jeune fille, quand ils se sont éloignés, elle est arrivée pour voir ce qu'ils faisaient. Elle était curieuse et elle a reconnu donc le tabac. Elle a fumé le cigare de tabac. Elle a mangé un peu de la poudre de coca. Elle a mangé la farine de manioc et elle est tombée enceinte. Et sa sœur en a fait de même. Elle est tombée enceinte aussi. Et c'était la première gestation de l'humanité. Et c'était quelque chose de tellement incroyable que tous les êtres de la forêt, tous les animaux étaient « Waouh! Et qu'est-ce qu'elle est belle! Mais qu'est-ce qu'elle a mangé? Elle est toute grosse! Ah, mais elle est tellement mignonne, elle est jolie! » Et tous les animaux étaient autour de ces femmes enceintes et regardaient son ventre s'agrandir et ils sentaient que quelque chose allait se passer jusqu'au moment où elles ont commencé à hurler terriblement, parce qu'en fait, ces corps féminins n'avaient pas encore de vagin. Elles étaient prêtes à exploiter. Hein? Et bon, ils se sont sentis mal, ils se sont évanouis. Les hommes ont dû leur faire une petite chirurgie pour créer ce qu'on appelle la porte de l'accouchement, qui est le vagin. Et sont nés 2 êtres. Le premier est un être sacré dont on ne peut pas prononcer le nom, clairement. Il a plusieurs noms à cause de ça. C'était un être de lumière, il était tellement fort, il n'était absolument pas humain du tout. Donc les hommes l'ont pris et l'ont emmené pour être élevé par le tonnerre. Parce que c'était un être plein de lumière, c'était l'électricité pure. Et quand ils sont retournés, la deuxième femme qui était éveillée et déjà en train d'accoucher était au centre de ce cercle de tous les animaux de la forêt et tout le monde était assis autour d'elle et même les hommes ne sont pas arrivés à s'approcher de cette femme qui était en train d'accoucher. Ils se sont assis, ils ont senti leur corps tout mou, comme ça, lourd. Ils se sont sentis un peu tremblants. Ils perdaient le contrôle de leur corps. Et en fait, ils se sont rendus compte que tout ce que cette femme sentait pendant son accouchement, ils le sentaient aussi dans leur corps. Ils ont commencé à trembler et tout d'un coup, cette femme a donné vie, entre les jambes de cette femme sont sortis en volant tous les oiseaux de la forêt, les haras, les perroquets, ces beaux oiseaux tout colorés, en volant et chantant en même temps. Ah, ah! Et tout le monde était tellement enchanté avec cette vision merveilleuse de tous les chants, de la beauté des chants et de la beauté des couleurs, qu'ils ont commencé à chanter ensemble.
Alors, le singe a commencé à parler singe, la tortue, tortois, le toucano, toucano, le desano, desano. Et comme ça, chaque animal a commencé à parler sa propre langue en chantant d'émotion de ce moment, de cette vision. Après cela, la femme a commencé à accoucher les pires serpents poisonneux de la forêt. Et donc, ils ont connu la peur. Ils se sont rendus compte souvent qu'ils étaient vivants et qu'ils pouvaient mourir à n'importe quel instant. Ils ont tremblé de peur, ils ont eu la conscience de la mort et ces serpents sont passés entre eux et se sont perdus dans la forêt. Ouh! Après ce moment d'avoir expérimenté l'enchantement de la vie et la peur de la mort, est né à naître comme un petit enfant, un bébé fait de lianes, fait de capi, ayahuasca. Et sa maman a pris son petit bébé, a pris le sang du cordon ombilical de cet enfant et a commencé à le peindre. Il a peint sur son corps des symboles et soudain, tout le monde, tous les animaux et tous les hommes ont commencé à voir des dessins, des couleurs, qu'on appelle aujourd'hui Hori. C'est les visions de l'ayahuasca. On me demande très souvent si on a un mot pour dire art dans notre langue. Mais je trouve que peut-être l'idée que s'approche le plus de cette vision d'art, peut-être Hori. Mais Hori est bien plus que l'art. Cette histoire raconte le début de la connaissance à l'humanité. C'est la naissance non pas seulement de la possibilité d'avoir plus d'êtres humains, mais le début de la science, des arts, la conscience de la vie, de la mort, de la beauté, la diversité, et le début de tous les peuples. C'est à cet instant que ces êtres humains qui étaient à ce point des sœurs et des frères sont devenus des peuples différents. Et que commence une deuxième partie de cette histoire qu'on appelle l'histoire de la transformation de l'humanité. Avant que ces êtres soient des êtres humains, et je trouve absurdement rigolo quand vous dites les humains et les non-humains. On considère qu'on était des esprits qui étions nés dans l'eau. En fait, la vie a été créée par le souffle de tabac du grand-père de l'univers sur les eaux et du contact du tabac sur la superficie de l'eau est apparue la première cellule de vie qui a grandi et s'est transformée dans le grand anaconda, le grand serpent de la transformation, et après lui, tous les poissons. Et donc, on appelle ces peuples Wai-Marsin, les gens poissons, le peuple de l'eau. Ces poissons, un jour, il y avait un petit poisson qui aimait tellement manger des fruits, parce que les fruits sont sucrés, sont délicieux, et vous savez, dans la rivière, il n'y a pas de fruits sucrés. Hein. Il mangeait les fruits qui tombaient dans l'eau, il a soudain eu l'idée de sortir en dehors de l'eau pour manger, pour savoir d'où venaient ces délices. Et ses frères, ses sœurs, qui étaient les poissons aussi, lui ont dit, écoute, mais qu'est-ce que tu as mangé ? C'est interdit. Jamais dans l'histoire de la poissonnité, un poisson est sorti de l'eau. On est né pour être seulement dans l'eau. On ne sait même pas ce qu'il y a dehors. Tu vas mourir. C'est interdit. C'est pas possible. T'es fou, etc. Enfin, ils se sont divisés entre des poissons curieux, révolutionnaires, désobéissants, et les traditionnels, réactionnaires, qui pensaient que le monde des eaux n'était pour être seulement comme ça. Donc, avant même d'être devenu des hommes, parce que ce petit poisson, quand il est sorti de l'eau, il est devenu un singe. Il est monté tout de suite sur les arbres, il est allé manger ses fruits, et puis les autres qui sont allés après lui, l'un est devenu une tortue, enfin un tapir, les autres êtres de la forêt. Pour nous, tous ces êtres sont des gens.
On dit Wai Marsin pour les poissons, pour les êtres de l'eau. On dit Yurke Marsin pour les êtres de la forêt. Donc, quand j'évoque ce chant, je salue tout d'abord l'ayahuasca, la sagesse, le savoir, mais aussi les êtres de la terre. Yurke Marsin. C'est un compliment pour cet espace. C'est une salutation à cette maison, à cette terre. Parce qu'il faut qu'on demande... je sais pas comment on dit. En portugais, on dit pedir licença. Comment seria pedir licença en français? Demander l'autorisation. Demander l'autorisation. Vous voyez la différence entre les paroles. C'est pas exactement une autorisation, ni même pas pardon, parce qu'en français on dit pardon. C'est de faire la révérence à la terre. Donc, il y a eu un moment où nous considérons que nous n'étions pas humains. Et je me demande toujours, parce que dans nos chants et dans nos rêves, on continue à considérer ces peuples des gens. Wai Marsin, les gens de l'eau. Yurke Marsin, les gens de la forêt. Omé Marsin, les gens de l'air. Nyorkwa Marsin, les gens des étoiles. Urta Marsin, les gens pierre. Et comme ça, successivement. On leur demande les permissions, on leur demande les orientations, on cherche à pouvoir les entendre pour avoir leur autorisation de comment marcher dans le monde, en considérant que nous sommes nous-mêmes des êtres qui se transforment dans un monde en constant mouvement. Ainsi, pour nous, l'idée de temps, l'idée de quelque chose de parado, de figé n'existe pas. Tout est en train de se mouvoir constamment. Pamuri, pour moi, en tout cas, est le plus important concept de la langue du peuple Tucano. Et c'est intéressant comme on est arrivé sur le point des échanges de regards des uns sur les autres, comme disait Josileia, les uns et les autres, d'apprendre à se reconnaître ou même des fois ne pas se reconnaître en tant qu'humain. Pour les cas des peuples autochtones, on en a une très longue histoire pour arriver jusqu'au point d'être même reconnus comme des citoyens. Au Brésil, seulement en 1969, on a été reconnus comme des citoyens. Avant cela, on était reconnus en tant que des personnes incapables et sous la tutelle de l'État, qui n'avaient même pas le droit de tirer un passeport pour venir en Europe, par exemple. Nos droits civiques ont été reconnus d'une façon un peu plus pleine en 1988 pour notre Constitution. Mais c'est notre génération à laquelle Josileia, Fernanda, moi-même et d'autres relatifs autochtones qui sont ici, nous sommes la première génération à pouvoir entrer dans l'université et d'une façon à partager la science. Parce que ce n'est pas seulement les savoirs, la science, la philosophie, les perceptions qui viennent de notre peuple, de notre famille et de l'expérience de vie de nos civilisations. C'est pour ça que je vous remercie encore une fois pour l'opportunité d'être ici au Collège de France, dans un espace digne pour entendre ces voix. En écoutant notre cher professeur, et je vous remercie encore. Comment ça se dit merci dans votre langue? Pacarecho. Pacarecho. Oh, d'accord. Pacarecho, c'est les missionnaires qui ont... Non, agnon alors, agnon. Nous, on dit merci. On dit merci tout le temps.
Donc, quand vous dites les humains et les non-humains, cette idée, je me demande, mais comment est-ce être non-humain? Tout d'abord, car on a déjà été très déshumanisé. On a quand même une expérience d'à peu près 500 ans de déshumanisation, d'être comprendu en moins que humain. Mais en même temps, je ne sais pas si on se considère humain de la même façon que le dicte cette culture qu'on reconnaît aujourd'hui dans cette idée de l'anthropocène, cette histoire des Grecs et des Troyens, enfin, de mettre l'homme ou l'être humain au centre d'une perception de l'univers. Et ce qui est à l'enjeu sur cette table et peut-être dans ce moment de l'humanité, c'est vraiment la perception de comment nous sommes construits par des relations de monde où il y a des intelligences et des mémoires qui peuvent être plus larges que celles qui sont perçues par la propre humanité. Et donc, est-ce que la vraie performance, ça c'est un autre mot, je suis artiste, c'est un autre mot qui me saoule de temps en temps, je suis désolée. Quand vous dites la performance poétique, est-ce que notre vraie performance poétique n'est pas celle-là de nous considérer humains devant une si grande nature? Et est-ce possible ouvrir espace dans la performatique de l'humanité pour pouvoir reconsidérer, retourner à notre non-humanité en relation avec la nature? C'est cette voix que j'entends dans les récits de David Copenhague, dans La chute du ciel, et même dans les paroles de Ailton Krenak, qui fait un appel à des idées para adiar o fim do mundo. Como é que ficou a tradução disso em francês, gente? Alguém lembra? Les idées pour retarder la fin du monde. Comme un appel pour comprendre que l'état d'humanité n'est absolument que passager. L'état de notre perception de temps, de notre perception de civilisation, de peuple, d'histoire, de territoire et de cet étage de vie lequel on partage aujourd'hui entre nous. Ainsi, le temps est une idée créée, une illusion créée par nous-mêmes, tout comme la perception de ce qui peut être humain. C'était des interrogations que je me suis posées au long de cette table et que je voulais partager avec vous. Donc, je vous remercie pour l'opportunité. Merci. Agnew. Hu, Nui, Umiatartu Sankeari, Mash, Atumsha, Pengel Puhustaram. Il y en a quelques-uns ici qui m'ont compris. C'est quelques mots de bienvenue en Achuar, une langue qu'on appelait autrefois Jivaro, que maintenant on appelle Heinz Chicham. J'ai beaucoup parlé de l'Amazonie dans ces murs, et je suis très ému aujourd'hui d'avoir des interlocuteurs qui viennent parler de leur propre monde à ma place, donc je serai assez bref. Et j'envisage ce que je vais dire plutôt comme l'amorce d'un dialogue avec eux, plutôt qu'une conférence magistrale. J'en ai fait beaucoup ici et je pense que le temps est venu de céder la parole à d'autres. Il y a presque exactement 6 ans, avec Andrea Luz Gutiérrez Choquevilca et d'autres qui sont dans la salle, nous étions dans un colloque organisé par des Shuar et des Achuar, donc des locuteurs de l'Heinz Chicham en Amazonie équatorienne, qui avaient invité des savants
européens à parler avec des savants autochtones. Donc nous avons passé quelques jours absolument passionnants à échanger sur la façon dont on apprend à connaître une autre civilisation selon qu'on est à l'intérieur de cette civilisation ou selon qu'on l'aborde depuis des rivages lointains, ce qui était notre cas. Et dans ce cadre, j'ai fait un exposé pour expliquer quelle était ma conception d'anthropologie. Je l'ai commencé en Achuar, comme je l'ai fait tout à l'heure, puis j'ai poursuivi en espagnol. Et au terme de cet exposé, un Chouar qui était là m'a dit « C'est très bien ce que tu dis là, mais est-ce que tu as bien rêvé cette nuit ?» Et là, j'étais déstabilisé, je dois dire. J'étais déstabilisé parce que, non pas par la question elle-même, hein, par son contenu, mais enfin par la façon dont elle se rapportait à ce que je faisais. Son contenu était évident pour moi, après avoir passé maintes années avec les Achuar, avoir beaucoup lu sur les peuples autochtones d'Amazonie. Je sais à quel point le rêve, la vision, notamment celle qui est permise par des psychotropes comme l'ayahuasca, joue un rôle important dans la capacité des individus à entretenir des liens avec bien au-delà de l'humanité, avec des esprits qui ont soit une forme d'esprit sui generis, soit qui sont des esprits animaux ou végétaux avec lesquels on peut entrer en communication dans les rêves, de sorte que le monde amazonien, le monde des Achuar et le monde amazonien en général, on vient de l'entendre dans les 3 exposés précédents, c'est un monde qui est composé de beaucoup plus que des humains. Et donc la parole, elle circule à l'intérieur de ce monde beaucoup plus vaste. Elle circule de plusieurs façons. Andrea Luz l'a bien montré. Elle circule à la fois dans la langue dominante locale, elle circule aussi parfois dans des langues voisines. J'étais très ému en entendant ton chaman parce que les chamans Achuar utilisent beaucoup le quechua, puisque selon l'idée que les pouvoirs chamaniques qui viennent de loin sont plus puissants que ceux qui sont locaux. Et donc le ça c'est un grand classique des chants chamaniques Achuar, qui vient du quechua. Et donc il n'y avait rien de surprenant, au fond, à invoquer l'idée que le rêve soit un moyen d'accès à la connaissance et à la transmission des savoirs par tous les êtres qui vous environnent et avec lesquels on ne peut pas toujours parler au quotidien pour échanger dans sa propre langue, parce qu'on est en fait enfermé. Il y a le solipsisme des corps qui fait qu'on est enfermé dans des barrières physiques qui rendent la communication difficile et qu'on peut transcender simplement dans certaines circonstances, en particulier dans les rêves, dans les chants magiques qu'on évoquait tout à l'heure, que tu évoquais, les anent, qui sont effectivement des discours de l'âme qui sont adressés à l'âme des récepteurs, qu'ils soient humains ou non humains, et qui ont ceci d'extraordinaire qu'ils contraignent le comportement de ceux à qui on adresse ces messages sans que ces messages soient entendus, puisqu'ils sont chantés mentalement. Autrement dit, c'est l'intention qui compte plus que la sémantique même du message. Donc toutes ces choses-là étaient pour moi connues, mais en même temps, c'est vrai, en préparant la présentation que j'ai faite, il n'y avait pas eu d'influence du rêve. Il m'est arrivé chez les Achuar de rêver et de partager mes rêves le matin, comme on le faisait tous les matins avant l'aube, où on interprète ses rêves pour savoir quels présages ils peuvent amener et ce qu'ils peuvent nous apprendre de l'état des rapports avec le monde environnant, avec les esprits, les animaux, les plantes, etc. Et il m'était arrivé effectivement d'avoir des rêves qui me paraissaient bizarres et que des Achuar interprétaient comme des rêves d'interaction avec des animaux ou des plantes ou des esprits. Mais
ils ne participaient pas de ma démarche scientifique. Et donc, c'est pour ça que j'étais interpellé. Et ça m'a conduit à réfléchir, au fond, sur les limites du savoir scientifique, qui sont des limites que l'on peut très bien définir. Je me suis efforcé au fil des années de mettre en cause, si je puis dire, les grands concepts au moyen desquels les Européens, les anthropologues, décrivent les situations qu'ils rencontrent dans des parties du monde où les concepts qu'ils importent n'ont pas cours. Alors bien sûr, il y a cette grande opposition à laquelle je me suis beaucoup attaché, enfin à la critique de laquelle, ou à l'analyse de laquelle je me suis beaucoup attaché, qui est l'opposition entre la nature et la culture, qui n'a guère de sens dans le monde amazonien comme elle n'a guère de sens dans beaucoup d'autres régions du monde en dehors du monde moderne. Et puis même à des concepts comme le concept de société. Effectivement, on vient de l'entendre depuis tout à l'heure, l'expérience des peuples autochtones d'Amazonie montre que la notion de société, telle que nous l'entendons en Europe, c'est-à-dire l'association d'humains qui se donnent des conventions pour assumer une sorte de destin historique collectif, cette notion n'a guère de sens dans un monde où les humains, les plantes, les animaux, les esprits constituent autant de personnes qui ont à voir avec un destin collectif, ou pas collectif d'ailleurs, ça dépend. Il peut y avoir aussi une guerre entre les humains et les animaux, par exemple, comme c'est le cas dans certaines régions du nord-ouest amazonien. Autrement dit, tous ces concepts que nous utilisons, le concept d'économie, le concept d'art, Dayala l'a évoqué tout à l'heure, sont des concepts qui sont incapables de saisir la complexité et la diversité des situations que les anthropologues rencontrent lorsque, dans d'autres régions du monde, ils essayent de donner sens, ou de comprendre pour eux-mêmes en tout cas, la structure et la texture des mondes qu'ils rencontrent. Et donc ce travail d'autocritique, il est fondamental. Je pense que l'anthropologie doit le poursuivre, et il passe aussi par une réforme du vocabulaire que nous employons. Je pense en effet, j'ai beaucoup employé, plutôt que d'employer l'opposition entre nature et culture, qui a beaucoup résonné aussi dans ces murs jadis, j'ai préféré utiliser l'opposition entre humain et non-humain, tout en étant bien conscient, Dayara l'a dit tout à l'heure, que cette opposition, elle n'est pas non plus satisfaisante, puisqu'elle est fondée sur la privation d'humanité des non-humains. Alors que les non-humains, ce ne sont pas des humains, ce sont des personnes qui partagent avec les humains certaines caractéristiques. Le terme que les Achuar utilisent, c'est Eins. Eins, ça peut être traduit par personne. Ce sont tous les êtres qui sont dotés d'une subjectivité parce qu'ils ont une âme, une capacité de communiquer, une capacité de rêver, justement. Et parmi eux, il y a donc des Eins qui ont apparence humaine et puis des Eins qui ont apparence de végétaux, d'animaux, d'oiseaux, de poissons, et qui, lorsqu'ils se présentent aux humains, notamment dans les rêves, adoptent eux-mêmes une apparence humaine, de façon à se rendre reconnaissables et de pouvoir entamer avec les humains un dialogue dans une langue commune. Autrement dit, ces systèmes de concepts que nous utilisons sont en pleine mutation. Et je pense qu'il est indispensable que nous, les anthropologues, puissions continuer à discuter comme nous l'avons commencé à le faire dans cette rencontre Yapangam
avec les Shuar et les Achuar, que nous puissions continuer à le faire de manière régulière, comme nous le faisons ici aussi, de façon à transformer au fond les cadres, les outils analytiques et les cadres conceptuels au moyen desquels nous nous approchons de mondes qui ont été construits selon des formes et avec des filtres qui sont très très différents de ceux que l'Europe a inventés au fil du temps. Cela dit, ça laisse le problème du rêve. Effectivement, cette transformation nécessaire, jusqu'où peut-elle aller? C'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que, au fond, le récit mythique qu'on a entendu tout à l'heure, que Diana nous a présenté, et qui est caractéristique, au fond, des récits mythiques de la plupart des populations autochtones d'Amazonie, qui sont des histoires de spéciation. Ce sont des histoires naturelles. Comment, à l'intérieur d'un monde où les plantes, les animaux et les humains partageaient les arts de la culture, disons, pour employer notre vocabulaire, tout d'un coup, des différences de forme, des différences physiques sont intervenues, qui ont séparé les plantes, les animaux et les humains pour les faire vivre dans des mondes qui sont relativement différents, parce que les capacités physiques d'un toucan et les capacités physiques d'un pécari et les capacités physiques d'un poisson-chat ne sont pas les mêmes que celles d'un Dessana ou d'un Achuar. Et donc cette façon de voir la mythologie comme un dispositif d'histoire naturelle, si je puis dire, est très intéressant, mais est-ce qu'elle est utilisable pour comprendre d'autres civilisations? Autrement dit, est-ce que la façon dont, et c'est ce que l'anthropologie a essayé de faire, donc là je fais un peu un plaidoyer pro domo, au fil des décennies et d'un siècle et demi, c'est elle a essayé de comprendre pour chaque ethnographe la complexité vécue d'une civilisation à laquelle on peut avoir accès, bien sûr, par l'interaction quotidienne avec ses membres et avec l'apprentissage de sa langue, mais aussi des points communs ou des points de divergence entre des civilisations qui sont extrêmement différentes. Autrement dit, le mythe de l'origine du Kaapi a-t-il un sens pour les aborigènes australiens? A-t-il un sens pour les Tchouktches de Sibérie? A-t-il un sens pour les Samo du Burkina Faso, etc., etc. Et ce que les anthropologues essayent de faire, ce que une grande figure de l'anthropologie ici, Claude Lévi-Strauss, a essayé de faire toute sa vie, c'est de montrer comment ces différentes formes de perception de l'altérité sont autant de transformations les unes des autres. Et ça, c'est un travail qui va au-delà, évidemment, de l'ethnographie, qui suppose la connaissance de grandes masses d'informations et la capacité à s'extraire d'un point de vue particulier, de façon à comprendre comment tel ou tel récit, telle ou telle forme sociale sont une variation d'une autre forme sociale, et sans évidemment présumer d'origine temporelle. On se situe dans une perspective complètement synchronique, de façon à mieux comprendre, au fond, les variations, non seulement de l'humanité, mais de la façon dont l'humanité s'est inscrite dans un monde beaucoup plus large qu'elle-même. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Perguntas na sala?
Tout d'abord, merci beaucoup. C'était très très fort. Ma question, c'est comment faire que l'humanité s'ouvre en fait à tout ce que vous décrivez en fait. Déjà, l'humanité, c'est un concept très européen. Je pense qu'on pourrait dire que dans le contexte des populations autochtones de l'Amazonie, il y a autant d'humanité qu'il y a d'espèces avec des corps différents. Et quand je parle de corps au sens le plus large du terme, c'est-à-dire un corps augmenté d'une parure de plumes, un corps augmenté d'un langage, un corps augmenté de certains outils, etc., constitue une forme d'humanité particulière. Et toutes ces formes d'humanité sont en contact les unes avec les autres par les moyens qu'on a vus au cours de cette discussion. Et donc l'idée d'une humanité en général, qui est un concept très moderne, qui s'enracine en partie dans le christianisme, dans le message de saint Paul et dans la philosophie des Lumières, est quelque chose de très particulier. Et donc, comment est-ce que l'humanité peut s'ouvrir à autre chose qu'elle-même? Moi, je dirais, puisque c'est quand même un peu le thème général de ces journées, c'est en rentrant dans d'autres langues. L'exercice de l'apprentissage des langues, et pas simplement évidemment des langues autochtones, mais apprendre à être plus ou moins à l'aise dans d'autres univers syntaxiques, sémantiques et culturels que le sien, c'est déjà un exercice absolument fondamental pour tout le monde. Et je regrette que ce mouvement qui est très caractéristique parmi les populations autochtones de l'Amazonie. Je rappelle que, par exemple, dans le nord-ouest de l'Amazonien, je parle sous le contrôle d'Ayara, le multilinguisme est absolument caractéristique, puisque on pratique ce qu'on appelle dans cette région l'exogamie linguistique, c'est-à-dire la nécessité d'épouser des femmes pour des groupes patrilinéaires, des femmes qui viennent de groupes qui parlent des langues différentes. Autrement dit, dans une maison commune, on parle au moins 4 ou 5 langues différentes, en dehors, bien sûr, des langues véhiculaires comme le portugais ou l'espagnol. Donc, cette expérience de la diversité est absolument fondamentale, et je pense que toutes les formes de nationalisme étroit qui se déploient et qui se déploient malheureusement beaucoup en Europe en ce moment vont à l'encontre de cette ouverture vers la diversité à la fois culturelle et linguistique, et témoigne au fond de la peur d'affronter l'inconnu, tout simplement. Et donc c'est un mouvement qu'il faut faire sur soi-même pour avoir le courage d'affronter l'inconnu. C'est quelque chose qui est caractéristique, je crois, de la démarche des anthropologues, c'est le désir d'affronter l'inconnu. Et je pense que si on pouvait, par l'intermédiaire de notre enseignement, essayer de susciter cette pulsion vers la rencontre de différentes formes d'altérité, ça serait une très bonne chose. Merci beaucoup. En fait, j'ai une petite question à propos de l'importance et du pouvoir des langues au sein des peuples autochtones. Je pensais aussi aux peuples qui ont perdu leur langue. En fait, je pensais notamment au cas des peuples Tupinamba au nord-est brésilien, qui conservent certains mots, certains lexiques, mais où la langue coloniale, c'est la langue courante, non, mais qui conserve encore les chants, qui conserve encore les prières. En fait, comment aussi mettre en valeur ces mémoires, non, ces mémoires qui restent malgré l'absence de la langue, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, c'est un peu ça la question.
c'est très drôle quand on dit, parce qu'on dit très souvent que nous sommes des peuples d'oralité. Hein. Cependant, je trouve très particulièrement, je parle pour moi, qu'on a tellement d'autres formes décrites sur nos corps, sur nos territoires, que ce soit les peintures corporelles, que ce soit, nos gestes. Parce que quand on parle de langue, ce n'est pas seulement ce que sort de notre bouche, c'est pas le hein? Une langue, un langage, une communication est beaucoup plus complexe que ceux qui peut être écoutés par les oreilles. Donc, malgré l'histoire de la négation des langues autochtones au Brésil, et là on a une histoire énorme hein, qui commence depuis 1500, mais enfin avec l'interdiction officielle de la part de la couronne portugaise, et après des politiques d'intégration des peuples autochtones qui ont forcé l'apprentissage du portugais, etc., et qui fait que les langues du nord-est brésilien soient presque toutes endormies, sauf une, qui est le Yaate, du peuple Fulnio. Hein. Et ce peuple, et ici il y a une représentante Patacho, si je ne me trompe pas. Ces peuples maintiennent une communication qui va au-delà de la verbalisation de ces langues. Et je trouve que c'était Altassi aussi qui parlait de ça à propos des torés. Des torés qui sont des invocations, enfin, je ne sais même pas comment les définir. Je pense que la prof pourrait me corriger. Mais c'est des invocations spirituelles. Et où ces invocations, elles jouent un rôle, même qu'il n'y ait pas linguistiquement, enfin, pour les académiciens, des paroles, mais elles jouent un rôle d'apprentissage, de communication envers l'identité et l'appartenance sur ce territoire d'origine. Donc, c'est le geste de danser ensemble, de faire lever la poussière sur la terre, de pleurer ensemble, de rire ensemble, et de faire cela une pratique qui fait passer le savoir qui nous pousse à la résistance, de continuer à lutter et même à donner nos vies en défense de nos territoires. À l'exposition Nyeporã, qui est en ce moment à l'UNESCO, vous pouvez voir par exemple une vidéo du campement Terre Libre à Brasilia, qui est notre rencontre annuelle, qui se passe pendant le mois d'avril et qui est un moment d'un rassemblement pour être en contact avec le gouvernement et faire part de nos dénonces, de nos demandes, etc. Et la grande caractéristique du campement Terre Libre, et qui beaucoup, est que tout le monde chante en même temps pendant la marche. Tous les peuples présents chantent en même temps, chacun dans leur langue. Et c'est de cette force qu'on arrive à faire face à plein de gaz, de gaz de poivre lacrymogènes, des balles de caoutchouc, des policiers extrêmement violents. Et là, on y a été plein de fois. Hein. Mais ce qui nous donne la force, c'est justement cet autre exercice. Donc, ouais, j'ai senti besoin de dire ça. La langue, elle est plus que le sens. C'est peut-être ce sentiment qui nous élève à nous reconnaître
en tant qu'autochtones, en tant que des êtres, que ce soit des humains ou des non-humains, parce que nous, certainement, enfin, moi comme autochtone, je pense qu'on se considère un peu un mélange de tout, hein, parce que quand nous sommes là devant, on n'est pas seulement pour des personnes, on est aussi pour ces autres êtres, on est pour nos rivières, pour nos forêts, pour nos territoires. Et c'est à cause de ça qu'on chante leurs chansons. Merci. Quelqu'un d'autre? Là, derrière, là. Bonjour. Et ma question c'est comment pourrions-nous laisser de côté le concept d'exotisme quand on parle des indigènes et des communautés. Et est-ce que quand on parle d'exotisme, on est en train de renforcer les identités fermées, de quelle façon est-ce qu'on va s'approcher à la diversité? Le concept d'exotisme, c'est pas la même chose que le concept de société. Le concept d'exotisme, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir et laisser, c'est un préjugé. À la différence des concepts qui forment les outils analytiques des sciences sociales que j'évoquais tout à l'heure. Et un préjugé, ça se combat. Et un préjugé, ça se combat de différentes façons. C'est comme le racisme, d'une certaine façon, en montrant à quel point l'exotisme, c'est à consommation externe. On n'est pas exotique pour soi-même. On est authentique quand on se regarde soi-même. On essaye de l'être. L'exotisme, c'est la projection d'une image de primitivité, de folklorique et de beauté originelle, en quelque sorte, sur des populations qui ne demandent pas à être conçues ainsi. Donc c'est un travail systématique à faire, mais qui est un travail de longue haleine, parce que les médias en particulier, le cinéma, les séries, les reportages, etc., véhiculent à tour de bras cette image de la folklorique de l'exotisme. Alors on peut dire aussi que l'exotisme, dans un certain sens, c'est le goût de l'autre, les exotes. Et donc peut-être en ce sens-là, il doit être encouragé, mais pas dans le sens de la consommation d'une différence maximale, source de curiosité malsaine vis-à-vis de la différence. Voilà. Et comment ça va quel est l'effet en ce qui concerne le concept des identités? Parce que c'est très lié au nationalisme actuel qui est en croissance, en puissance, surtout ici en Europe. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le goût de l'autre, si je puis dire, il est dans un équilibre périlleux entre la consommation exotique et la négation de l'existence d'autrui, c'est-à-dire entre le racisme et l'exotisme. Et la voie entre les deux est une voie escarpée. Je voulais me permettre d'ajouter que par rapport à la question sur l'exotisme, je voulais souligner une nouvelle fois ce qui avait été dit ce matin par Maïrou, qui était aussi ce sentiment dont il témoignait d'être d'une sorte de lassitude par rapport au fait de devoir parler de soi, la fatigue de parler de sa culture et la fatigue de cette conception assez romantique qui est finalement le seul espace dans lequel les peuples autochtones peuvent prendre place sur la scène nationale, internationale, pour pouvoir tout simplement avoir bénéficié d'une protection, d'une défense de leurs droits fondamentaux. Et j'ai été très touchée par ce témoignage parce qu'il exprimait pour moi finalement quelque chose qui ressemble un petit peu à ce lien extrêmement ténu entre exotisme et puis aussi rejet de l'autre, exotisation des peuples autochtones, disons fantasme du bon sauvage, et qui a d'ailleurs inspiré la philosophie du droit
donc qui a finalement joué un rôle extrêmement fondamental dans la pensée en Occident, un rôle presque même un rôle constitutif du contrat social, et en même temps cette conception universelle que nous pouvons avoir d'être tous des citoyens du monde, et c'est-à-dire d'être aussi amérindiens et de pouvoir aussi parler de droit, de cinéma, être avocat, parler de toute autre chose et ne pas avoir envie de répondre de sa culture sur la scène internationale. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, et j'aimerais qu'un jour, il soit possible d'être autochtone et de ne pas être obligé de parler de soi pour défendre ses droits. Voilà. Je voulais faire juste un petit commentaire aussi. Comme je disais, on fait pratiquement partie de la première génération qui arrive dans les universités. Et quand j'étais encore enfant, ma mère faisait son doctorat ici à Paris. Je me souviens toujours de cette amie, cette copine, qui me demandait à la cantine « Dayara, est-ce que tu mangeais toujours des fruits exotiques quand tu étais au Brésil ?» Parce qu'évidemment, pour ma collègue, j'étais l'exoticité en personne. Et je disais je mangeais quoi? Je mange des bananes. Des bananes, c'est pas du tout des fruits exotiques. On en a tout le temps au Brésil. Pour moi, exotique, c'est les fraises. Hein. Mais enfin... Quand on écoute Josilei Kaingang ou Amauri ou Altassi ou Sonia Guajajara en tant que ministre du ministère des peuples autochtones au Brésil, on comprend aussi que ce qui manquait pendant tellement de siècles, c'est des espaces de représentabilité, d'écoute, hein, et de protagonisme pour ceux qui ont été pendant si longtemps laissés à l'écart de cette soi-disant société humaine. Et donc, c'est de temps en temps, c'est difficile de parler de ça en français ou en espagnol, enfin dans des langues européennes. Si on était entre parentes, entre autochtones, on se dirait tout simplement, écoutez, les Blancs sont hyper racistes, on en a marre, parce qu'ils trouvent qu'on doit tout le temps être caché et jeté dans des armoires, dans des boîtes vieilles, attachés avec des chaînes, ou à être cités comme des animaux. Et pour parler de nous, il faut toujours citer un Blanc, un écrivain, un philosophe, n'importe qui a écrit je ne sais pas combien mille de livres à notre propos pour pouvoir se légitimer et dire qu'on existe. Comme ça, tout franchement. C'est pas difficile à comprendre que la seule chose qu'on demande, c'est un espace d'écoute pour que le monde puisse s'apercevoir qu'on existe. Qu'on est là et qu'on a la même capacité de faire n'importe quoi en tant qu'humain, avec toutes les qualités et toutes les erreurs, avec toute la possibilité de faire une démarche dans cette existence et de pouvoir partager les expériences, des mémoires que nous avons vécues comme des sociétés qui ont été si longtemps systématiquement laissées à l'écart du centre de cet axe qui se considère ou qui s'est donné ce drôle de nom,
Et ça me fascine encore, j'adore le dire, cette histoire d'anthropocène. Parce que l'anthropocène, enfin cette idée d'une culture globale ou globalisante ou enfin internationale, mais qui est absolument eurocentrée, très blanchie, qui va partir de toutes ces narratives qu'on construit cet espace-ci comme l'université, un espace de légitimité des savoirs. Pour le reste de ces plus de 5000 peuples autochtones ou de ces peuples qui sont considérés à l'écart, orientalisés parce qu'ils ne sont pas considérés comme partie de l'Occident, est quelque chose absolument démodé, déphasé et qui n'a plus de sens. Si on souhaite vraiment se tenir en compte en tant qu'égal, même à partir de nos différences. Merci.